Dans la nuit du 7 au 8 avril, le président états-unien Donald Trump a transmis par l'intermédiaire du Pakistan un message à l'Iran. Les États-Unis acceptent de négocier sur la base des 10 points iraniens, après que son ultimatum lancé contre Téhéran concernant des frappes sur les infrastructures vitales iraniennes soit arrivé à expiration. Et même si Donald Trump, sous la pression du lobbying sioniste, a fait volte-face, a très rapidement nié les thèmes réels de l'accord de cessez-le-feu, sa démarche reste extrêmement significative. Pourquoi ? Parce que Donald Trump cherche clairement un moyen de sortir de cette crise. Il tente d'apaiser l'incendie qu'il a lui-même déclenché par son agression contre l'Iran. Une agression qui, au lieu de soumettre l'Iran, a déclenché une riposte iranienne qui frappe et humilie comme jamais la puissance américaine. Mais dans cette affaire, il y a quelque chose d'encore plus stratégique, plus sensible et surtout plus important à comprendre. Ce n'est pas simplement une question de guerre, ce n'est pas simplement une question de missiles, c'est une question de rapport de force global, de suivi politique. Et c'est exactement cela que nous allons exposer présentement dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je dois vous parler d'un enjeu vital pour le monde d'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde dominé par la propagande, un monde où l'information est devenue une arme, un monde où la guerre ne se fait pas seulement avec des soldats, mais avec des récits. Et dans cet espace, les grands médias france-africains disposent des moyens colossaux, des milliards, des réseaux, des relais, des soutiens puissants, tout cela pour contrôler la narration, orienter l'opinion et imposer leur version des faits. Pendant qu'on vous distrait, la réalité avance. Pendant qu'on vous raconte une histoire, le terrain change. Et c'est exactement pour cela que le monde vu d'Afrique existe. Parce que nous avons fait un choix stratégique. Ne pas céder à la pression, résister et proposer un narratif différent du narratif dominant. Décrypter sans tabou, analyser les opérations militaires, comprendre les rapports de force géopolitiques, identifier les intérêts économiques cachés derrière tous les conflits et surtout vous donner une lecture stratégique cohérente et différente de l'actualité régionale, internationale et aussi africaine. Mais soyons très clairs sur un point. Un média indépendant ne peut pas compter sur la puissance, ni sur les institutions, ni sur les sponsors. Nous ne pouvons compter que sur vous. Alors si vous soutenez ce travail, n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant. Que vous soyez sur Facebook, WhatsApp ou Telegram, retenez bien ceci, le QG principal, c'est YouTube. Rendez-vous très vite sur YouTube, tapez simplement dans la barre de recherche YouTube, Le Monde Vu d'Afrique, abonnez-vous et activez la cloche de notification et partagez parce que la guerre d'aujourd'hui se gagne aussi par l'information. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Bien que les États-Unis et Israël aient infligé des dégâts considérables à l'Iran, il faut noter une chose, ces dégâts ont touché bien plus les infrastructures civiles que les infrastructures militaires et stratégiques. Mais en retour, la réponse iranienne aux attaques israélo-américaine a été dévastatrice. L'Iran a frappé des actifs militaires que Washington considérait auparavant comme intouchables. D'abord, 4 radars ANTP-Y-2 ont été détruits. Or, l'armée américaine ne dispose que d'environ 12 radars ANTP-Y-2 de dotation. Ces radars sont essentiels car ils servent de système de guidage et de détection principal pour les batteries THAAD. Ensuite, un autre coup majeur a été porté, la destruction d'un radar d'alerte précoce AN-132 intégré au système antimissile global des États-Unis. Un type de radar extrêmement rare, avec seulement 5 unités déployées dans le monde. La destruction de ce radar n'est pas un simple détail, c'est une atteinte directe à la capacité américaine à anticiper et neutraliser les frappes de missiles balistiques iraniens. Mais ce n'est pas tout, le mythe de l'avion invisible, indestructible F-35 s'effondre. Cet avion, dont le programme a coûté plus de 1000 milliards de dollars, présenté comme l'arme ultime, indestructible et indétectable, censé représenter la colonne vertébrale de l'US Air Force, a été détruit par des missiles iraniens. Des avions de surveillance stratégique AWACS E-300D ont aussi été neutralisés par l'Iran. Des ravitailleurs KC-135 ont été aussi touchés. Des infrastructures pétrolières, gazières ont été endommagées, des hôtels, des installations logistiques ont été détruites ou gravement affectées. Autrement dit, malgré une certaine retenue, l'Iran a infligé des dégâts considérables à Israël et aux États-Unis et leurs alliés moyen-orientaux dans la zone. Et face à cette réalité dure, Donald Trump a fini par reculer. Trump contacte alors, dans la nuit du 7 au 8 avril, le Premier ministre pakistanais pour introduire officiellement une demande de cessez-le-feu auprès de l'Iran. Mais ce qui rend cette situation encore plus extraordinaire, c'est qu'à peine quelques heures plus tôt, Trump cède à la pression israélienne et autorise Israël à commettre de nouveaux massacres au Liban, brisant ainsi les termes même du cessez-le-feu transmis par l'Iran à la demande de Trump. Et cela même avant le début officiel des négociations au Pakistan, précisément à Islamabad. Le vendredi 10 avril 2026, les négociations débutent officiellement au Pakistan. La délégation iranienne est dirigée par Mohammad Bagher Ghalibaf, président actuel du Parlement iranien, ancien commandant de la force aérienne des corps des gardiens de la révolution islamique. La délégation iranienne, quant à elle, est dirigée par James David Vance, vice-président des États-Unis. Mais il y a quelque chose de très essentiel à rappeler. Dès le départ, les négociations sont déjà fausses.
Ces négociations sont déjà vouées à l'échec parce qu'au moment même où l'Iran accepte de venir négocier, Donald Trump et Netanyahou renforcent considérablement leur posture militaire. Benjamin Netanyahou en profite pour libérer ses forces du front iranien afin de se concentrer sur le Liban, multipliant des frappes monstrueuses tout en déclarant publiquement lors d'une conférence de presse que la campagne contre l'Iran n'est pas terminée et que l'État hébreu avec les États-Unis se prépare à reprendre l'offensive. En d'autres mots, cette demande de cesser le feu n'est rien d'autre qu'une manœuvre. Une manœuvre destinée à permettre aux États-Unis et à Israël de souffler, de reposer leurs troupes, de récupérer leurs pilotes, de réorganiser leurs dispositifs militaires et de reconstruire leur présence régionale après les destructions infligées par des missiles iraniens et des drones. Ce cessez-le-feu du 8 avril 2026 n'est donc pas une paix, c'est une pause tactique, un arrêt temporaire pour relancer la guerre dans les meilleures conditions. Ce cessez-le-feu s'inscrit dans une logique claire, préparer une nouvelle campagne de bombardement contre l'Iran. Pour Donald Trump, il s'agit surtout de trouver une porte de sortie face à une défaite qui commençait à apparaître de façon flagrante. Il cherche une issue à la crise tout en masquant derrière ses déclarations tonitruantes, notamment l'annonce d'un blocus naval contre l'Iran. Mais soyons sérieux, un blocus naval contre l'Iran est extrêmement difficile à mettre en œuvre. L'Iran dispose de plusieurs voies et moyens pour importer et exporter, et même la faisabilité opérationnelle d'un tel blocus reste très hypothétique. Dans le même temps, Donald Trump semble préparer une nouvelle phase militaire dans l'objectif de sauver sa face et restaurer la crédibilité de la puissance américaine dans la région après cette défaite catastrophique face à l'Iran. Et les signaux sont très visibles. Nous assistons à une mise en place d'un pont logistique massif, C-17 Global Master 3, se dirigeant vers le Moyen-Orient, notamment la base Mouafak Salti en Jordanie, la base Al-Udeid au Qatar, la base Ali Al-Salem au Koweït et la base Prince Sultan en Arabie Saoudite. Plusieurs rapports indiquent que l'architecture défensive américaine dans la région a été gravement compromise en mars 2026. Au moins 2 radars de type ANTPY-2, pièces maîtresses du système de défense THAAD, ont été confirmés détruits ou mis hors service, notamment en Jordanie, sur la base de Mouafak Salti et en Arabie Saoudite sur la base Prince Sultan. Comme rappelé, le centre de commandement de la plus grande base américaine dans la région, Al-Udeid au Qatar, qui centralise les données radars de 17 partenaires régionaux, a également subi des dommages, notamment sur les radars d'alerte précoce AN/FPS 132. Les vols actuels servent donc probablement à livrer des pièces électroniques sophistiquées indispensables à la remise en état de cette infrastructure stratégique. Chaque point de chute. En réalité, ces avions atterrissent à des points stratégiques. Chaque point de chute correspond à un maillon essentiel de la défense antimissile régionale des États-Unis dans la région. En effet, la base Mouafak Salti en Jordanie représente le verrou nord de cette défense. Sans radar à cet endroit, les missiles provenant de l'ouest de l'Iran ou des alliés régionaux ne peuvent pas être détectés suffisamment tôt pour protéger Israël et les bases américaines en Irak. La base de Prince Sultan en Arabie Saoudite est une base pivot pour la couverture du Golfe. La destruction du radar THAAD à cet endroit a créé une zone d'ombre majeure face au tir de missiles balistiques iraniens. Mais du côté iranien, ce cessez-le-feu a aussi une utilité stratégique majeure. Rappelez-vous, lors de la guerre des 12 jours, l'Iran a subi des failles importantes dans son système de défense aérien. Il a fallu du temps au cours de la guerre, puis durant les 8 mois qui ont suivi, pour tirer les leçons de cette confrontation et consolider son dispositif global. Et les résultats sont visibles aujourd'hui. Plusieurs avions américains sont détruits dans l'espace aérien iranien. Les frappes iraniennes contre les bases et les intérêts américains, israéliens et les monarchies du Golfe ont été encore plus lourdes que lors de la guerre des 12 jours. Pourtant, la guerre des 12 jours opposait principalement l'Iran à Israël. Cette fois, nous sommes entrés dans une autre dimension. Cette guerre a opposé l'Iran à tout l'arsenal militaire conventionnel le plus dévastateur des États-Unis et Israël réunis. Et l'Iran a tiré un retour d'expérience immense dans cette guerre. Il en profite aujourd'hui massivement pour renforcer encore plus son système de défense, mais aussi ses capacités de riposte globale. Dès lors, la question devient inévitable. La prochaine guerre sera-t-elle encore plus dévastatrice? Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission stratégique sur le monde vu d'Afrique.